Dans le chapitre 24, Julien commence donc par se rendre à Strasbourg. Pour ne pas se faire reconnaître, il y va en mode fufu. Avec son costume de jeune militaire, il n'est pas reconnu par les personnes qui le cherchent. Il doit attendre une semaine à Strasbourg car l'autre rendez-vous fixé n'est pas immédiat. Il en profite pour se promener et tombe sur le prince Korassov qu'il a déjà rencontré à Londres. Ce dernier lui donne une méthode infaillible pour conquérir Mathilde. Il lui propose, tout en voyant Mathilde tous les jours, de jouer la comédie avec une autre femme. Dans cette comédie, il ne paraîtra pas passionné, mais il fera une cour rigoureuse, notamment par lettres. Korassov lui transmet pour l'aider toute une série de lettres, alors une cinquantaine même de lettres d'amour qu'il tient d'un de ses amis, et dans lesquelles Julien n'aura qu'à remplacer les noms et les dates. Ainsi, il n'aura pas à être sincère. Korassov lui propose également de rencontrer une femme qu'il connaît en Angleterre. Mais Julien refuse à cause de sa mission. Dans le chapitre 25 de Retour à Paris, Julien essaye de se rapprocher de la maréchale de Fervaques, qui est une veuve complètement coincée. Pour cela, il va chez Altamira, qui est un de ses amis. On en a déjà parlé lors du bal chez De Ré. L'un des anciens amants de la maréchale de Fervaques, sous le sceau du secret, lui remet 4 lettres d'elle pour que Julien connaisse son style. Tout ce temps, il fait croire qu'il est amoureux d'elle. De retour chez les Lamolle, il suit les conseils de Korassov à la lettre, ravale son émotion, éteint son regard, choisit un costume de voyage simple pour faire croire à Mathilde qu'il n'est plus du tout amoureux. Il va au contraire se rhabiller avec un beau costume quand Madame de Fervaques arrive. Il passe beaucoup de temps avec elle sans un regard pour Mathilde. Il va même à l'opéra pour la voir. Cela lui demande de gros efforts. Dans le chapitre 26, il continue son travail mensonger de séduction. Mathilde est complètement surprise. Julien envoie la première lettre recopiée de Korassov et agit dans les moindres détails selon le plan qu'ils ont élaboré à l'avance. L'auteur rapporte son petit bonheur de chaque jour. Quand il peut, au moment de ramener son cheval de la promenade, il jette un coup d'œil du côté de la fenêtre de Mathilde, qui vient d'ailleurs le regarder aussi, et il peut l'apercevoir sans enfreindre la loi de Korassov. Ça veut dire qu'il ne doit jamais regarder l'être aimé, et donc là, il peut la regarder sous le bord de son chapeau sans qu'elle le voie. Même si la maréchale ne change pas son comportement, la lettre sérieuse de Julien la touche, et sa façon de parler. Il est en effet beaucoup plus enthousiaste depuis que Mathilde, qui envisageait de se marier avec le marquis de Croisenois, le délaisse complètement. Dans le chapitre 27, l'auteur rapporte l'habitude de Julien pendant un mois. Il en est à la 15e lettre. Il les trouve complètement incompréhensibles, ces lettres. Mais il se rend compte, en regardant les lettres remises par l'ancien amant de Madame de Fervaques, que c'est aussi son style à elle. Il reçoit, au bout de la 15e lettre, enfin une réponse, et c'est une invitation à dîner. Le dîner est ennuyeux. Dans le chapitre 28, Julien se heurte à 2 écueils. Quelqu'un a dit du mal de lui à la maréchale, et dans sa dernière lettre, il a oublié carrément de remplacer les noms en recopiant. Il s'en sort bien, mais le rôle qu'il doit jouer l'épuise nerveusement. Pendant ce temps, Mathilde admire les mensonges qu'elle remarque. Comme elle a passé beaucoup de temps à discuter avec Julien, elle repère bien qu'il raconte un peu n'importe quoi à la maréchale et surtout ce qu'elle veut entendre. Elle est cependant sur le point d'épouser le marquis, ce qui désespère Julien et qui pense même au suicide une nouvelle fois. Il ne lui adresse toujours aucun regard. Le chapitre 29 change de point de vue. On entre dans la tête de la maréchale, tiraillée par un début d'intérêt pour Julien, malgré sa vanité. On la voit moins mécontente et moins ennuyée. Cette fois, c'est un point de vue des domestiques, qui se font moins malmener à chaque fois que Julien dépose une lettre. Son intérêt résiste également à quelques lettres calomnieuses sur Julien. On la voit écrire sa première lettre, que Julien a reçue 2 chapitres avant, puis la 2e lettre. Elle demande à Julien de lui fournir des enveloppes avec son adresse, de façon à ne pas avoir à l'écrire elle-même, ce qui est inconvenant. Et c'est le début d'une relation fréquente et même quotidienne. Les réponses de Julien, toujours recopiées, sont en phase, tant le style des lettres d'origine est obscur. Et du reste, il ne décachette même pas les lettres de la maréchale. Mathilde entre un matin dans la bibliothèque et reproche à Julien de l'oublier. Elle, son épouse. C'est un moment de grand bonheur pour Julien, qui n'en oublie pas les principes de Korassov. Il ne lui répond donc pas tout de suite. Elle aperçoit les lettres non décachetées de la maréchale et s'aperçoit que Julien la méprise. Elle tombe évanouie. Il laisse entendre à Mathilde, en décachetant les lettres, qu'il pourrait aimer la maréchale, qui au moins ne l'a pas méprisée, comme Mathilde l'a fait, puis lui demande des garanties de sa constance. Pendant tout ce temps, il fait de gros efforts, parce qu'il sait que s'il pose sur elle le moindre regard amoureux, elle va à nouveau le mépriser. Il part donc froidement, en expliquant qu'il va réfléchir. Le soir, il se fait violence pour entrer dans la loge de Madame de Fervaques, à l'opéra, mais il est obligé d'y aller, pour que Mathilde n'apprenne pas un changement de sa part. Mathilde est dans une loge voisine. Julien lui voit les larmes aux yeux. Il se rend dans sa loge, mais décide de ne pas parler pour que son ton ne trahisse pas son émotion. Mathilde est prête à lui donner des garanties. Elle revient dans la voiture des Lamolle. Madame de Lamolle discute avec Julien, qui du coup n'a pas à parler avec Mathilde, cela l'arrange bien. Le lendemain, il arrive dans la bibliothèque plus tard que prévu, et avec la tête froide, car il sait que Mathilde l'attend. Ces jours-là et les jours suivants, il lui cache son amour, car elle ne lui donne pas assez de garanties. Puis, il n'y tient plus, et lui parle avec l'amour, se reprend aussitôt en masquant les émotions de son visage, comprend qu'elle va le mépriser, mais par un stratagème, il voit qu'elle l'aime encore. Ainsi, leur relation reprend, même s'il continue à écrire à la maréchale dans ce même temps. Dans les jours qui suivent, leur relation continue sur le même mode.
Mathilde cherche Julien partout, même si cela doit la rendre impolie aux yeux des autres nobles de son cercle. Julien garde ses distances pour qu'elle ne le méprise pas. L'auteur utilise pour l'expliquer la métaphore du tigre, qu'il ne faut pas trop approcher. Elle apprend à Julien qu'elle est enceinte et souhaite écrire une lettre à son père pour lui annoncer. Julien lui demande de différer cette lettre d'1 semaine. Dans la lettre, elle lui raconte que c'est elle qui a séduit Julien, qu'elle est sûre de sa capacité à atteindre une autre place malgré son origine. Elle lui demande aussi, si possible, une petite rente pour vivre. Une rente, c'est un petit peu d'argent chaque mois, une sorte de loyer. Le marquis est très en colère, car il souhaitait que sa fille soit duchesse. Julien a pitié de lui, car c'est un homme qu'il aime bien. Il reproche à Julien de ne pas être parti quand il a vu que la situation dégénérait avec sa fille. Julien lui laisse, avec une lettre de suicide, la possibilité de le faire tuer par un de ses valets, même s'il reconnaît qu'il doit vivre pour son enfant. Le marquis ne veut pas de cette solution. Julien se rend donc chez l'abbé Pirard. Nous revenons à Mathilde, qui imagine que son père pourrait faire tuer Julien. Elle lui assure qu'elle prendrait le deuil et se ferait appeler veuve Sorel. Julien revient, Mathilde l'éloigne à nouveau pour qu'il la laisse régler le problème toute seule. Il ne s'est qu'un peu éloigné quand elle obtient pour leur couple 2000 livres de rente, ce qui est confortable, et une proposition de sa part pour camoufler la grossesse, car elle ne veut pas d'un accouchement clandestin. Julien apprend la nouvelle et rentre chez l'abbé Pirard. Le marquis est au désespoir et remâche ses 10 années de rêve sur la grandeur de Mathilde et son mariage.